Ok, encore. Vas-y, on va commencer. Hop, hop, je vais juste commencer l'enregistrement avant. Hop, hop. Donc vas-y, on va commencer. Je vois, il y a 4 personnes, Ouais. dont 2 qui sont nous. Ouais. Hmm. Donc il est l'heure 16h02, vas-y, on va commencer. Donc bonjour à vous. On se retrouve pour vous faire un petit groupe de travail sur l'anatomopathologie. C'est que c'est quelque chose qui peut être assez déroutant parce que c'est beaucoup d'informations, c'est pas souvent bien structuré, donc on a fait au maximum pour essayer de vous synthétiser ça et de vous garder un maximum d'informations importantes. Donc dans ce groupe de travail, on va aborder plusieurs sujets. Donc on vous a fait un petit sommaire au début. Toutes les diapos seront mises à disposition et vous aurez bien sûr le récap du groupe de travail disponible sur Tuto Web. Donc dans l'ordre, on va commencer par la place de l'anatomopathologie. C'est le premier chapitre que vous avez eu, il me semble. Avec par la suite simplement les lésions élémentaires, l'inflammation, et on va terminer avec les pathologies tumorales et ensuite les tumeurs épithéliales et non épithéliales. Donc on va d'abord commencer par la place de l'anatomopathologie. Et avec ça, on va commencer avec les applications qui sont demandées justement pour l'anatomopathologie. Donc ce qui peut demander de réaliser un examen anatomopathologique, il y a principalement, quand ça concerne les pathologies tumorales, c'est vraiment la majorité, donc quand il s'agit d'un dépistage, par exemple pour l'HPV, un diagnostic d'une lésion tumorale, pour savoir si une lésion est tumorale ou non, établissement des pronostics, quand on sait qu'il s'agit d'une tumeur, savoir justement le pronostic du patient, et la theranostic, c'est pour la réponse à une à une thérapie des tumeurs. Et ensuite, de manière un peu plus moindre que la pathologie tumorale, on a les pathologies inflammatoires, maladies professionnelles, pathologies autopsiques et recherche clinique fondamentale. Donc celles-là, elles sont moindres que la pathologie tumorale, mais elles sont quand même bonnes à connaître. Et ensuite, on va regarder donc les différents moyens de diagnostic en anatomopathologie. Donc les examens peuvent se réaliser sur beaucoup de prélèvements différents. Beaucoup, ils sont majoritairement résumés dans ce tableau. Donc dans les premiers prélèvements, on a les prélèvements cytologiques, donc les prélèvements de cellules, qui se réalisent par des prélèvements donc, de liquides, des raclages, des brossages, des ponctions liquidiennes ou d'organes. Et ensuite pour la mise sur support, soit il est réalisé directement après prélèvement sur une lame, ou bien après cytocentrifugation ou concentration. Donc par exemple, on fait un prélèvement de sang et qu'on va le centrifuger pour récupérer les éléments figurés. Et les conditionnements, en application rapide à l'air, là on va faire au Micronal GMSA. Soit on va le fixer à l'alcool ou bien au spray, et dans ce cas-là, on va utiliser une coloration au Papa Nicolau. Ensuite, dans un autre type de prélèvement, c'est histologie, donc prélèvement de tissu. Donc toujours la même logique, soit une biopsie d'excérèse, après une pièce opératoire ou bien de manière autopsique. Là, ils sont toujours fixés au formol. Juste avant la coloration, on va réaliser une déshydratation pour pouvoir l'inclure en paraffine. Ensuite, on rajoute une coloration HES, hématoxyline, éosine et safran ici, mais le troisième peut souvent varier. Donc le safran est là pour colorer le collagène en jaune ou orangé. Ensuite, il est possible de réaliser de l'immunohistochimie. Donc ça, c'est sur des préparations histologiques ou cytologiques, donc l'un ou l'autre des deux premiers. Mais pour cela, on va d'abord réaliser un déparaffinage, donc on va retirer la paraffine et on va faire un démasquage antigénique. En fait, permettre aux anticorps de chercher les antigènes des cellules, car si on ne réalise pas cela, en fait, ils vont juste, c'est totalement inutile de ne pas réaliser. Donc ça se réalise sur une lame non colorée, avec plusieurs méthodes possibles. Bon, une principale, c'est la méthode immuno-enzymatique indirecte. Donc ça commence avec la première étape, on dépose un anticorps primaire qui est dirigé contre une protéine ou bien une cellule ou autre présent sur le prélèvement. On va ensuite poser un anticorps secondaire qui est dirigé contre le premier anticorps. Donc l'anticorps secondaire va aller se fixer sur le premier anticorps qui lui-même s'est déjà fixé sur un élément du prélèvement. Et ensuite, un substrat va venir arriver et interagir avec l'anticorps secondaire qui lui-même était déjà couplé avec une enzyme qui va mener en fait à la formation du coup d'un substrat coloré, souvent brun, il me semble que c'est de la peroxydase qu'on utilise en général. Ensuite, il est possible de faire des hybridations in situ, donc sur les préparations encore une fois histocytologiques, ça c'est par rapport à l'ADN. Donc une sonde nucléique couplée à un fluorochrome, une enzyme ou un antigène. Et là-dessus, quand il s'agit d'un antigène, on réalise encore une immunohistochimie par la suite. Ou bien sinon, il est également possible de faire de la biologie moléculaire, donc tout ça c'est ce qui est PCR, CGH, séquençage, Western blot, on va pas trop développer là-dessus.
qui se réalise sur des fragments avec un conditionnement soit congelé, soit fixé au formol, puis inclus en paraffine. Et il est possible aussi de faire de l'immunofluorescence. C'est la même logique que l'immunohistéochimie, seulement on va utiliser un seul anticorps primaire qui lui est coupé à un fluorochrome et qui sous l'émission de photons va lui-même renvoyer une lumière et donc il sera possible de les localiser. Et par contre, quelque chose de très important sur cette diapo à connaître, c'est les cas dans lesquels il ne faudra pas fixer le prélèvement. Donc en cas d'examen extemporané, de tumeur fétale ou pédiatrique, oui. En cas de suspicion d'un lymphome ou d'un sarcome, en cas de recherche de graisse, donc parce que si on vient inclure, si on vient fixer alors qu'on recherche la graisse est diluée et du coup c'est impossible de la trouver, ou bien dans la réalisation d'une immunofluorescence. Ensuite, on va parler d'un autre point qui est très important dans ce cours, c'est l'examen extemporané. Donc on vous a remis la définition, c'est un examen anatomopathologique qui est réalisé en cours d'intervention chirurgicale pour fournir un résultat en moins de 30 minutes. L'examen est demandé uniquement si l'acte chirurgical en c'est-à-dire des indications possibles, c'est vraiment la colonne du milieu du tableau, donc il est possible de réaliser l'examen. Donc c'est congelé et conservé ensuite en tumorothèque et on garde une partie du prélèvement qui est fixée ensuite pour des examens complémentaires. Et donc comme indication, celles-là elles sont vraiment à connaître, c'est soit pour savoir si une masse qui a été retirée est de nature tumorale ou non. Donc si jamais par exemple un patient présente une sorte de masse quelque part au niveau de son foie, un chirurgien va le retirer. Et ensuite on va envoyer ça pour savoir si c'est tumoral et s'il y a besoin de faire une XRS plus profonde ou non. Savoir si la nature bénigne ou maligne... Oula, j'ai confondu. Oui, ce que je viens de vous dire c'est par rapport à la deuxième ligne, nature bénigne ou maligne d'une tumeur. Donc quand c'est bénin en général on ne va pas faire d'XRS. Mais si jamais c'est malin, on va essayer d'enlever la tumeur entièrement car c'est une tumeur qui est proliférative et qui donc ne s'arrêtera pas là si jamais on laisse ne serait-ce qu'une seule cellule. Elle va donc récidiver. Ensuite, on va évaluer les limites de résection tumorale. Donc c'est pour être sûr qu'on n'a pas laissé une cellule, car en laisser une seule en fait reviendrait à ce que la tumeur récidive. Évaluer l'atteinte du ganglion sentinelle. Donc le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion qui va présenter des métastases qui est dans la zone de drainage de la localisation de la tumeur. Je ne sais pas si je l'ai expliqué bien. Donc c'est le premier ganglion qui va présenter des cellules tumorales. Ensuite, assurer d'un prélèvement en territoire lésionnel représentatif de la maladie avec suffisamment de matériel. Donc ça c'est juste pour assurer qu'un prélèvement a ramené assez de matière pour pouvoir réaliser des examens dessus. Et donc les limites, celles-là elles sont à connaître mais elles sont assez logiques. Donc l'examen extemporané mène à des résultats moins précis, moins fiables, car c'est réalisé un peu en vitesse, il n'est pas possible de fixer. Et une altération du prélèvement qui parfois interdit un diagnostic plus précis si le prélèvement est unique et pas assez abondant. Un allongement du délai opératoire, donc jusqu'à 30 minutes, ce qui peut être parfois assez conséquent en fonction de l'opération. Et c'est non réalisable sur un tissu calcifié et difficile si jamais le tissu est adipeux. Donc c'était à peu près tout pour la place d'anatomopathologie. Maintenant je vais laisser Clément pour vous expliquer la partie sur les lésions basiques des tissus et l'inflammation. Et pour commencer cette deuxième partie, on va directement commencer par un QCM. Alors, je vais vous le lire et essayer de réfléchir en même temps et la diapo suivante ce sera la correction. Alors, l'adaptation cellulaire et tissulaire. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. En A, l'aplasie, hypoplasie cellulaire, correspond à la diminution de la masse fonctionnelle d'une cellule. En B, l'atrophie peut être pathologique ou physiologique. En C, l'hypertrophie est une augmentation irréversible de la taille des cellules. En D, l'hyperplasie correspond à une augmentation de la taille des cellules. En E, l'hypoplasie correspond à l'absence d'un organe due à l'absence de son développement ou de son ébauche embryologique. Donc on vous laisse un peu le temps de répondre comme ça de votre côté. Tu me dis quand tu veux passer, Clément. Là, je pense qu'on va enchaîner. Okay. Donc, la réponse juste, c'était la B. L'atrophie peut être pathologique ou physiologique. Mais sinon, pour la A, donc c'était la diminution de l'atrophie. C'est bien l'atrophie qui correspond à une diminution de la masse. L'aplasie, bon, on verra après. En B, donc par exemple, l'atrophie du thymus après la puberté est physiologique. En C, l'hypertrophie est une augmentation réversible de la taille des cellules. C'est un élément court. En D, il s'agit de la diffusion de hypertrophie.
Donc, quand on disait que l'hyperplasie correspond à une augmentation de la taille des cellules, dans la taille des cellules, c'est bien l'hypertrophie. On vous donnera un petit moyen de retenir après. Et en E, il s'agissait de la définition de l'aplasie, par l'absence de l'organe ou de son développement embryologique. Euh, ouais, le rappel est logique. Donc, ouais, un petit moyen qui vous aidera peut-être à retenir trophie et plasie. Donc, atrophie ou hypotrophie, donc c'est une diminution de la masse fonctionnelle d'une cellule. Hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille des cellules. Donc, trophie vient du grec qui signifie nutrition. Donc, on peut se dire que si la cellule a trop ou pas assez mangé, ça influence donc sur sa taille. Elle a trop mangé, elle est hypertrophie, elle est grosse. Elle a pas assez mangé, elle est hypotrophie, elle est ensuite, on a l'aplasie, donc c'est l'absence de développement d'un organe. Ça, c'est une embryonnaire. On a l'hypoplasie, hypo, donc c'est pas assez développé, donc développement anormal d'un viscère, un organe fonctionnel mais trop petit. Et enfin l'hyperplasie, donc ça c'est l'augmentation anormale du nombre de cellules. Et on remarquera aussi un petit indice, enfin, trophie, on parle de la cellule, alors que pour les plasies, on parle d'un tissu, d'un ensemble. QCM, deuxième QCM maintenant sur l'adaptation cellulaire et tissulaire. Donc c'est un QRU. Quel aspect observez-vous sur ce prélèvement d'endocolle extériorisé? On appellera extropion. Alors en A, hypertrophie. En B, métaplasie physiologique. En C, métaplasie pathologique. En D, atrophie pathologique. Et en E, atrophie physiologique. Là encore, on vous laisse une dizaine de secondes. Alors la réponse juste, c'était la C, métaplasie pathologique. Alors, pour la correction, il s'agit d'une métaplasie malpighienne endocervicale. C'est un exemple de cours donc, qu'on vous avait donné. Donc, pourquoi c'est une métaplasie? Parce on sait de l'anatomie que c'est l'exocolle qui possède un épithélium malpighien, et pas l'endocolle. Donc la présence de ce malpighien au niveau de l'endocolle est une métaplasie. C'est un tissu normal, mais pas au bon endroit. Je le rappelle justement, la métaplasie est une anomalie acquise. Elle correspond à la transformation d'un tissu normal en autre tissu normal de par son architecture, mais anormal quant à sa localisation. Dans cet exemple, l'endocolle est extériorisé, son épithélium initialement cylindrique unistratifié devient malpighien. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos de ce groupe de travail, on fera aussi un petit appel sur Discord pour répondre à haute voix. Et on passe maintenant à un troisième QCM sur la mort cellulaire et tissulaire. Alors, à propos de la nécrose, dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. Alors, en A, il s'agit d'un processus passif. En B, elle affecte les cellules de façon isolée. En C, elle entraîne une forte atteinte nucléaire. En D, elle provoque une altération des organelles et une rupture de la membrane cellulaire. Et E, elle provoque une inflammation. Je viens de voir, il y a une question qui vient d'être posée. Héros, je pense que le. Attends, vas-y, je reviendrai à ta question après ce QCM. Bah, je vous laisse 15-20 secondes pour répondre. Et après, on fera une pause pour la question. Ok. Alors, pour la correction, les bonnes réponses étaient A, D et E. Donc la A, ouais, la cellule se fait tuer, c'est un phénomène passif. Alors que l'apoptose, elle se suicide, elle agit, elle est active. En B, c'était faux, la nécrose affecte les tissus. Ouais, la nécrose, petit à petit, toutes les cellules meurent. C, faux aussi. Il y a une forte atteinte nucléaire en cas d'apoptose, alors que pour une nécrose, ce serait plutôt les membranes qui sont perforées ou les organelles. D, vrai, contrairement à l'apoptose. Donc ouais, on a bien une organisation des organelles et une rupture de la membrane.
Et E, vrai également, il s'agit d'une mort non programmée entraînant donc une inflammation. À l'inverse, encore une fois, de l'apoptose qui est programmée, n'engendre pas d'inflammation. Ah, alors au-dessus de la question. Vas-y, du coup, on va revenir juste à la question avant. Je te laisserai répondre à la question, Clément, ou pas? Ou bien je m'en occupe. Ouais, pourquoi pas, je peux le répondre. Alors, mais du coup, comment on fait pour repérer ces détails dans la question précédente? Pour le malpigien, c'est ça? Ouais, Ça c'est qu'on ça, c'est connaît pour le par cœur. malpigien, oui. Ouais, avec les coups histologiques. Donc, dans l'absolu, oui, tu peux connaître par cœur à l'arrache, hein, ouais, ça te fait. Mais sinon, je me souviens plus très bien si on l'a vu, vous l'avez vu encore ou pas, la différence entre endocole et exocole. Mais normalement, pour un endocole, c'est simple, c'est vraiment cylindrique, c'est unistratifié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule petite couche de cellules, comment on va dire, Euh, ça en- ressemble, quand c'est euh, quand c'est cylindrique, en fait, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Tandis que quand c'est pluristratifié, comme ça l'est ici, c'est-à-dire malpigien, il y a une couche de cellules qui touche la membrane basale et toutes celles au-dessus ne touchent pas. Et en gros, pour répondre à ces QCM de matière générale, en fait, il faut être extrêmement systémique. C'est comme ça en général qu'en médecine, qu'on arrive à lire quelque chose. Il faut toujours prendre les mêmes chemins. Donc là-dessus, en fait, la logique à avoir, c'est d'abord lire l'énoncé. Parce que si on ne comprend pas l'énoncé, on ne comprendra pas la coupe. Parce qu'en général, l'énoncé donne la réponse dedans. Et si vous connaissez le type histologique de là où a été prélevé le tissu, vous pourrez dire si jamais c'est pathologique ou non. Donc, par exemple, si on reprend l'item ici, quel aspect observez-vous sur ce prélèvement d'endocole extériorisé? Donc on nous dit que c'est un prélèvement d'endocole. Et donc ça par exemple, sinon, je pense pas que vous le saviez, mais vous le saurez par la suite je pense. L'endocole, on sait que normalement c'est un épithélium qui est cylindrique. Donc il présente une seule couche de cellules, avec bien sûr des cellules basales de temps en temps pour renouveler. Et quand on regarde la coupe histologique, on voit que l'épithélium il n'est pas du tout cylindrique, mais que c'est plutôt des couches de cellules. Donc la membrane basale, on la voit ici. Je suis en train de l'allonger avec le curseur. On la voit là. Hop, tout ça. Et donc tout ce qu'il y a au-dessus, c'est plusieurs couches de cellules. Bon, c'est vrai que la qualité n'est pas forcément folle, mais c'est l'idée à avoir. On voit plusieurs couches de cellules, donc on peut dire que l'endocole ne présente pas une membrane normale du tout. Et après, je pense que pour l'examen, votre gauchotte ne mettra pas de trucs extrêmement compliqués, plutôt des choses simples qu'il a vues en cours. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Clément, ou pas, en plus. non, non, c'est très bien. Ouais. Là, on voit que c'est ça, on voit qu'il y a un manteau, donc qui ne correspond pas à la donnée qu'on sait sur l'endocole. Mais après, si on ne vous a pas donné à quoi correspond l'endocole, c'est sûr que pour répondre, c'est plus concret. Mais normalement, les professeurs font attention à ça, il n'y a pas de souci. S'il met une question de ce type, vous aurez toutes les clés en tête pour en espérant que ça réponde à cette question. Alors du coup, là, on passe sur un petit tableau récapitulatif pour nécrose, apoptose. Donc ça, on vous l'a dit, hein, vous pouvez retrouver ça sur le groupe. Vous aurez le diapo et vous aurez aussi un résumé qui correspond, qui tous les éléments de cours seront conscrits, les tableaux, etc. pour apprendre sur vos dispositifs. Alors du coup, la nécrose, c'est bien un phénomène pathologique. Si on le compare, ça serait un assassinat, donc un processus passif, on subit. Ça affecte les tissus en entier, donc pas seulement nos cellules. Le noyau est longtemps intact. On l'avait dit tout à l'heure, hein, c'est altération organelle et membrane. Attends, 0. Je viens de le relancer. Je l'ai arrêté, je l'ai relancé. Et bah ça recharge. nickel ça. Ok. C'est bon, tu l'as? Ah, on a perdu des bons. Ouais, 5 spectateurs. Moi j'ai toujours pas de mon côté. Aïe, aïe. Je te un petit message. Ah j'ai vu ton message. Ouais. Ah c'est juste j'ai pas le retour du côté Ah, de mon j'ai téléphone. écran noir par contre là. À l'instant, j'ai écran noir. Là t'as écran noir? J'ai écran noir pour le live. T'as un écran noir sur le live? Euh, si jamais vous avez quoi, vous? Est-ce que vous avez un retour pour le live ou le chat? Est-ce que vous entendez? Oui là ça Oui, là, ça marche. marche. Oh Ah nickel. bah si c'est que moi, donc pas de problème. Non c'est non, c'est Du de ma coup, faute, c'est de mon côté que ça a sué.
Bon, bah écoutez, c'est parti. Euh, donc voilà, le petit tableau récapitulatif pour la nécrose. Et donc là, c'est la fin de cette deuxième partie sur réaction cellulaire, etc. Là, on va passer sur l'inflammation. Donc tout d'abord quelques QCM et après un peu de cours et encore un peu plus. Alors, premier QCM de la sur l'inflammation. Euh, j'ai encore écran noir. J'ai relancé, il Alors revient, je pense. l'inflammation. Mais il revient pas. Moi, Non, moi j'ai l'image. de toute façon, je fais à l'oral. Alors, à propos de l'inflammation, quelles sont là où les propositions exactes? En A, l'inflammation est par définition un processus néfaste pour l'organisme. En B, l'inflammation aiguë représente la réponse immédiate à un agent pathogène. En C, l'inflammation aiguë est d'installation généralement lente et progressive. En D, l'inflammation aiguë ne laisse par définition pas de séquelles. En E, l'inflammation aiguë est caractérisée par une fibrose. Là encore, je vous laisse 20 secondes. Alors, les bonnes réponses, enfin, la bonne réponse, c'était la B. Donc, la B, en effet, la réaction inflammatoire n'est pas forcément néfaste, puisqu'elle fait partie d'un système de défense et de réparation. Et l'inflammation aiguë peut laisser des traces, notamment quand l'attaque était trop importante. Et la fibrose est une caractéristique de l'inflammation chronique. Et pas aiguë. Alors, QCM suivant. À propos de l'inflammation toujours, quelles sont là où les réponses exactes? Alors, une inflammation aiguë peut évoluer vers une inflammation chronique. En B, l'inflammation chronique évolue pendant plusieurs mois ou années. En C, d'intenses phénomènes vasculo-exudatifs sont habituellement retrouvés en cas d'inflammation chronique. En D, une inflammation chronique est souvent à l'origine d'une fibrose. Et E, l'examen anatomopathologique peut permettre d'évaluer la sévérité de l'inflammation. Ça, je vous l'explique un peu. Alors, les bonnes réponses, c'était A, B, D et E. Donc la réponse fausse, c'était en fait parce que le phénomène vaso-oxydatif est habituellement retrouvé en cas d'inflammation aiguë. C'est une caractéristique importante en inflammation. Ok, alors sur l'inflammation. Tout d'abord, résumons ce qu'est l'inflammation. Donc l'inflammation, il s'agit d'une réponse d'un tissu vivant et vascularisé à une agression. Donc du coup, sur un tissu mort, il n'y aura pas d'inflammation, et pas d'inflammation non plus sur du cartilage ou de la cornée, parce que non vascularisé. Son objectif, il est double, c'est éliminer l'agent pathogène, et également de réparer les lésions tissulaires engendrées par l'inflammation elle-même ou l'agent. Alors, elle est reconnaissable avec 4 points cardinaux, qu'on avait vu un peu au lycée normalement: l'œdème, putréfaction, rougeur, chaleur, douleur. Voilà. Et puis, sont à connaître, que le prof a aussi insisté dessus, j'imagine. Et maintenant, quelques exemples d'étiologie de l'inflammation. Donc, à l'origine, on peut avoir une infection, donc de bactéries, virus, parasites ou champignons. On peut avoir également des agents physiques qui sont en cause, comme des traumatismes, ou des températures trop froides, trop chaudes, et des radiations. Ensuite, il y a aussi les agents chimiques, on peut dire caustiques, c'est trop acide ou trop basique, des toxines ou du venin. Il peut y avoir également en cause des corps étrangers, exogènes, qui viennent de l'environnement, qui ne viennent pas directement du corps, ou endogènes, qui sont produits par le corps ou présents à l'origine du corps. Défaut de vascularisation, donc ça c'est la suite par exemple avec une nécrose par ischémie. Et enfin une agression dysimmunitaire, donc due à une anomalie de la réponse immunitaire. Donc encore un petit tableau que vous retrouvez dans le récap ou sur le groupe de travail pour réviser ou
fiche. Et les réactions inflammatoires. Alors, on distingue l'inflammation aiguë, il s'agit d'une réponse immédiate à un agent agresseur. Son installation est brutale et avec classiquement des phénomènes vasculo-exsudatifs intenses. L'inflammation chronique, il s'agit d'une inflammation n'ayant aucune tendance à la guérison spontanée. Elle va évoluer en persistant ou en s'aggravant, et ça pendant plusieurs années, et donne souvent lieu à une fibrose. Voilà. Ensuite, on va repartir sur un QCM. À propos de l'inflammation toujours, hein, quelles sont les réponses exactes, ou là où les réponses sont A. La congestion active est la conséquence d'un passage dans le tissu conjonctif de liquide provenant du sang. En B. L'œdème inflammatoire consiste en une vasodilatation artériolaire puis capillaire. En C. L'hémoconcentration est un phénomène favorisant la diapédèse. Les 4 signes cardinaux de l'inflammation aiguë sont rougeur, chaleur, tuméfaction et douleur. La détertion interne peut par exemple correspondre à une élimination dans un conduit naturel, ou la E. Donc là, je vous laisse également 20 secondes. Ok. Juste avant de répondre, vous dites dans le chat si on ne vous met pas assez de temps ou quoi pour répondre aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour améliorer le travail. Alors, la réponse correcte, c'était C et D. Donc pour le A et B, il faut les inverser. Donc la définition donnée en A, c'est pour l'œdème, et la définition donnée en B, c'est pour la conjection active. Ensuite, la tuméfaction, c'est que ça correspond à un œdème gonflement. Donc c'est bien vrai pour l'item D. Et l'élimination de la suppuration dans un conduit naturel, ça correspond à une détection externe. On y résumera dans quelques diapos détection externe et interne. Là, on va passer aux étapes de la réaction inflammatoire. Donc, on commence par une réaction vasculo-oxydative, puis il y aura une réaction cellulaire détertion en parallèle, et enfin la réparation cicatrisation. Donc là, on commence directement par le début, hein, logique. La réaction vasculo-oxydative, donc elle sera à l'origine de 4 signes cardinaux de l'inflammation, et 3 phénomènes entrent en jeu. On a la congestion active, qui est l'augmentation de l'apport sanguin et ralentissement du courant circulatoire. Donc on aura une dilatation du vaisseau avec un ralentissement du courant ici, pour faciliter la diapédèse et les transferts, les échanges, etc. L'œdème inflammatoire, ça c'est le passage d'un liquide appelé exudat du sang vers le tissu conjonctif. La diapédèse leucocytaire, donc ça c'est la traversée active des parois vasculaires par les cellules du système immunitaire. Active parce que c'est un jeu de ligands-récepteurs très précis. Ensuite, on passe à la réaction cellulaire qui fait suite justement à la traversée des cellules, etc. Parce qu'elles ont un rôle à jouer, des cellules sanguines, elles ont un rôle à jouer au niveau local. Donc son objectif est la formation d'un tissu de granulation inflammatoire qui sera le support de la réparation ou de la cicatrisation. Cette étape, elle est permise à la fois par les cellules du sang, donc les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes, mais elle est également permise par les cellules du tissu conjonctif déjà présents comme les fibroblastes, les mastocytes et les macrophages résidents. Et on obtient pour finir un bourgeon charnu. Ce sera le tissu de granulation inflammatoire à son stade mature. C'est ce qu'on veut obtenir pour réparer la zone. Donc en parallèle de cette réaction cellulaire, on aura la détertion. La détertion, c'est quoi? Donc, elle, son rôle, elle permet d'éliminer les tissus nécrosés, les agents pathogènes et aussi l'exudat présent en excès. Une détertion incomplète, eh ben, ça risque de conduire à une inflammation chronique. C'est mal lavé, du coup, bah, ça continue de s'infecter, etc. D'un côté, on a la détertion interne,
par phagocytose ou pinocytose. Ça, c'est les macrophages qui vont faire leur job, hein, qui vont manger ce qu'il faut manger. Mais il y a également la détertion externe. Donc ça, c'est à la surface de la peau, donc par un kyste ou un pustule. Donc le matériel va sortir par l'épiderme. Dans un conduit naturel, ou alors chirurgicalement, hein, si jamais ça ne sort pas, ben, on peut aller opérer et nettoyer la zone. Enfin, pour finir, il y aura la réparation et la cicatrisation. Et donc, une phase très importante. Donc, possiblement restitution intégrale du tissu avec aucune trace résiduelle si l'agression est limitée, brève et peu destructrice, et dans un tissu capable de régénération. Si la lésion a lieu sur la peau, c'est pas pareil que si elle a lieu dans les des neurones ou au niveau du cœur. Que vous savez que chaque cellule a un potentiel chaque tissu a un potentiel de régénération variable. Il peut y avoir également potentiellement une cicatrisation. Donc le tissu est remplacé par un tissu conjonctif fibreux. Et si le tissu ne peut pas se régénérer, ou si la destruction est trop importante et ou prolongée. Donc souvent, une fibrose, un tissu conjonctif fibreux, bah, ça engendre une perte de la fonction. Par exemple, au niveau de la peau, on peut perdre le matériel des glandes, des poils, juste de la fibrose. Tout est remplacé par de la fibrose. Donc on peut dire que c'est une cicatrisation atrophique. On a perdu des éléments. Hop, on repassera sur un QCM. Donc à propos de l'inflammation suppurée, quelles sont les propositions exactes? Là où... Alors en A, un phlegmon est une suppuration collectée dans une cavité préexistante. En B, le pyosalpinx est un phlegmon. En C, une cavité néoformée à contenu purulent au sein d'un organe plein est un abcès. L'inflammation suppurée, l'inflammation suppurée peut être dépourvue de bactéries. En E, le pus est formé par définition de macrophages altérés. Ok. Alors, les bonnes réponses, c'était C et D. Et avant de justifier, une petite parenthèse, ce QCM me fait penser qu'il a été en fait réalisé par le prof. Parce que le professeur, M. Gauchot, on l'a également en deuxième année de médecine. Et on a eu exactement le même cours, sauf que j'ai comparé votre cours et le nôtre, et il n'a pas donné forcément les mêmes QCM. Du coup, on vous a donné les QCM qu'il a donné au P2. On vous a donné à vous, comme ça, voilà, c'était les QCM du prof. Vous avez peut-être pas vu Pio Salpin, j'imagine. Et c'était la même chose pour les deux premiers QCM de l'inflammation. Donc, quand vous regarderez le groupe de travail, si vous avez l'occasion, les deux premiers QCM de l'inflammation, c'était également deux QCM du professeur dans le cours de P2. Voilà. Alors, pour la correction de ce QCM numéro 7, alors un phlegmon est quelque chose qui diffuse sans former de cavité. Donc, les suppurations diffusent. Salpinx, trompette en latin, désigne les trompes utérines, donc une cavité naturelle préexistante à l'inflammation. Donc, ça serait un point. Et le pus est par définition formé de polynucléaires neutrophiles altérés et pas de macrophages altérés. Alors, maintenant, quelques éléments de cours, donc, quelques variétés morphologiques. Donc, on peut avoir une inflammation congestive et œdémateuse. Donc là, la phase vaso-exudative est très importante, hein, énormément de vasodilatation et un exudat très abondant. L'inflammation fibrineuse, un exudat très riche en fibres fibrinogènes, donc et coagule, on a un réseau de fibrines. L'inflammation thrombosante, qui est favorisée par des lésions directes des parois vasculaires ou d'endocarde. Vous avez eu un cours, il me semble, sur l'inflammation suppurée ou purulente.
avec plusieurs catégories à retenir. Donc le pustule dans l'épaisseur de l'épiderme ou sous l'épiderme, l'abcès, donc creusant une cavité dans un organe plein, le phlegmon qui est diffus et non circonscrit, la suppuration elle est diffuse et non circonscrite, un emphysème, suppuration collectée dans une cavité naturelle préexistante. Et enfin, l'inflammation gangréneuse, qui est caractérisée par une nécrose tissulaire extensive. Encore une fois, un petit tableau qui résume pour apprendre, etc. Faites-en ce que vous voulez. Il est à vous. Alors, on reprend enfin pour terminer l'inflammation sur deux QCM. Alors, QCM 8, une petite image. À propos de cette coupe histologique, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Il s'agit d'adipocytes qui ont perdu leurs lipides suite à la fixation. En B, il s'agit d'une réaction allergique au niveau de la muqueuse nasale. En C, il s'agit d'une alvéolite œdémateuse au cours d'une infection virale. En D, il s'agit plutôt d'une inflammation suppurée. En E, on observe un exudat très abondant. Donc, je vous laisse quelques secondes. Ok. Alors, la réponse correcte, c'était C et E. Donc, il s'agissait bien des alvéoles pulmonaires. On vous a remis une image d'alvéoles pulmonaires sains à droite. Alors, on peut observer aussi des alvéoles saines. La lumière est parfaitement blanche, donc c'est bien de l'air, contrairement à l'image précédente où la lumière était plutôt légèrement rosée. Et ça, on a vu dans le cours que ça correspondait à un exudat. Voilà. Donc C et E, donc C c'était alvéolite et E un exudat. Ok. QCM suivant, donc une coupe toujours. À propos de cette coupe histologique, pardon, ça je l'ai fait tourner en bruit. À propos de cette coupe histologique, dites ces affirmations suivantes sont vraies ou fausses. En A, il s'agit d'une inflammation suppurée. B, non, il s'agit plutôt d'une inflammation gangréneuse. En C, on observe ici beaucoup de fibrose. En D, on observe ici une cicatrice. En E, on observe des vaisseaux anormaux. Alors, la réponse juste, c'était C, D et E. Alors en effet, sur cette image, on voit une cicatrice avec beaucoup de tissus conjonctifs fibreux et peu de cellules. Donc, il s'agit bien d'une cicatrice et d'une fibrose. On voit également des vaisseaux qui sont réorganisés et qui sont anormaux car ils possèdent une lumière vraiment béante. Donc, vous les voyez là, il n'y a pas d'érythrocytes, mais quand même, ils sont de forme assez. Les vaisseaux peuvent parfois expliquer qu'on ressent une sensation de chaleur différente au niveau d'une cicatrice, ainsi qu'une coloration légèrement différente aussi. Vous avez sûrement vu sur vous-même ou pas, tant mieux. Petite anecdote pour. Et c'est la fin de la partie sur les vitamines. À partir de là, on va partir sur les pathologies tumorales. Alors, revenir de manière assez sur la pathologie tumorale. Sur la fin, on va voir un peu en vol d'oiseau tous les exemples que vous avez vus dans un cours. On a essayé de vous synthétiser ça au maximum sur des tableaux que vous pourrez reprendre pour réviser. Donc, on va commencer par la base de ces cours, c'est-à-dire la définition d'une tumeur, tout simplement. Donc, la définition est dispo sur la diapo. Une tumeur correspond à une prolifération cellulaire excessive aboutissant à une masse tissulaire ressemblant plus ou moins au tissu normal homologue, adulte ou embryonnaire, ayant tendance à persister et à croître. Donc ça, c'est la définition basique d'une tumeur.
c'est vraiment la chose à connaître par cœur ou non. Et c'est surtout, faut connaître les caractéristiques d'une tumeur. Et juste en dessous, on vous définit ce qu'est un tissu tumoral. Donc, un tissu tumoral, ça, il faut vraiment le savoir. C'est à la fois les cellules tumorales en elles, donc les cellules prolifératives anormales, mais également son stroma tumoral, le stroma, lui, on parle de stroma tumoral, mais les cellules ne sont pas vraiment anormales. C'est des cellules qui sont normales, donc on va parler en général de lymphocytes, de fibroblastes, etc. De substances extracellulaires, donc la matrice extracellulaire, et la vascularisation qui sera initiée par les cellules tumorales afin qu'elles puissent être nourries. Donc ça, on verra par la suite, c'est une des principales caractéristiques des cellules tumorales de créer une angiogénèse. Donc cette diapo-là, c'est vraiment une diapo à connaître et à comprendre. Sinon, la suite sera vraiment compliquée à appréhender. Ensuite, hop, donc, et on va ensuite faire le distinguo qu'il y a à faire par rapport aux autres masses qu'on peut trouver dans le corps. Donc il y a plusieurs lésions qui peuvent donner des tuméfactions, mais elles ne sont pas forcément des tumeurs au sens strict du terme. Donc vous avez mis quelques exemples qui étaient donnés dans le cours. Par exemple, une hyperplasie et une hypertrophie. Ça peut être considéré comme c'est défini par une augmentation de la taille des cellules ou du nombre, mais ne veut pas forcément dire une tumeur. Par exemple, pour l'hyperplasie et l'hypertrophie, on peut prendre par exemple l'exemple des muscles. Quelqu'un qui va se muscler va gagner en tissu musculaire, donc avoir une hyperplasie ou hypertrophie. Non, hyperplasie, oui. Je suis plus sûr du tout. Il me semble même que c'est les deux. Enfin bref, le fait de gagner des muscles ne va pas dire que c'est une tumeur. Ensuite, comme autre exemple, c'est pseudo-tumeur inflammatoire. Donc, comme l'avait dit Clément, une tuméfaction. Car, par exemple, si on se cogne la tête sur un mur, on a une bosse, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une tumeur. Ensuite, les kystes dystrophiques ou malformatifs, les pseudokystes. Donc, un kyste, en fait, c'est juste, faut voir ça comme un épithélium dans lequel va s'accumuler une substance qui peut être du pus, du sang, etc. Et donc, c'est pas une tumeur parce que les cellules dedans ne vont pas proliférer, elle va juste s'étirer jusqu'à bien sûr se perforer. Donc c'est ça qui fait que c'est pas considéré comme une tumeur. On a ensuite l'amartome, quantité excessive et une disposition anormale dans un tissu ou un organe de cellules normales qui sont physiologiquement présentes dans le tissu ou l'organe. Donc ça c'est peut-être un peu imbuvable comme définition, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans un tissu, on dit qu'on a un amartome, qu'on a une sorte de masse constituée de cellules normales, donc c'est des cellules qui sont présentes ici de base, qui ont commencé à créer une masse, mais qui va pas proliférer. C'est juste, il y a une masse, il y a des cellules qui sont en trop, mais elles vont pas forcément aller déborder sur un organe ou autre. Et donc c'est à peu près la même logique avec le choristome, à la seule différence que là, ça va être une masse de cellules, mais qui n'ont pas lieu d'être là. Donc on aura d'un côté le tissu normal avec les cellules qui sont censées être présentes ici. Là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Et au milieu de tout ça, on aura une masse de cellules composée de cellules qui n'ont pas du tout lieu d'être. C'est un peu comme c'est la même histoire que la dysplasie. C'est des cellules qui sont normales, mais anormales par leur localisation. Hop. Ensuite, un petit QCM, simplement pour attaquer la suite. Donc, répondez par vrai ou faux aux items suivants. A. Oula, vous avez rien vu. Les tumeurs bénignes sont mal délimitées et infiltrantes. B. Les tumeurs malignes ont tendance à récidiver. C. Les tumeurs malignes présentent des atypies cytonucléaires. Et ensuite D. L'image 1 est une tumeur bénigne et l'image 2 est une tumeur maligne. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à celui-là. Même si en soi les réponses sont déjà affichées et c'est un QCM qui se fait assez rapidement en général. Hop. Donc pour les réponses, bien sûr, la B et la C sont vraies. Concernant la A, les tumeurs malignes sont mal délimitées et infiltrantes. C'est vrai parce que les tumeurs bénignes, elles sont justement bien délimitées et pas du tout infiltrantes, elles vont juste repousser les tissus autour. Ensuite, B et C sont vrais, ça c'est vraiment ça fait partie des caractéristiques des tumeurs malignes. Ensuite, la D, il faut simplement inverser. La tumeur maligne est sur la gauche, tandis que la tumeur bénigne est sur la droite. Et ça, la différence se fait assez facilement quand on met les deux côte à côte, car on voit que quand on connaît plus ou moins la différence entre malin et bénin, la différence saute vraiment aux yeux. Donc ici, on voit des cellules qui sont toutes difformes, qu'il y a des atypies cytonucléaires, donc c'est-à-dire des anisocarioses, donc des différences entre les noyaux. Donc ici, un noyau, un noyau qui n'est pas trop visible ici. Et dans le cytoplasme, donc on voit des cellules vraiment ondulées et autres. Tandis que sur la tumeur bénigne,
on voit des cellules qui se ressemblent toutes, plus ou moins, et il n'y a pas vraiment de différence d'une cellule à l'autre. Voilà, pour ce QCM, on vous a ici mis ce que c'était. Donc à gauche, un léomyosarcome, donc une tumeur maligne. C'est dit dans le nom, on va revenir là-dessus par la suite sur l'étymologie. Et un léomyome, donc c'est tous les deux des tumeurs au même endroit, mais c'est juste une est bénigne, l'autre est maligne. Donc tumeur mal délimitée qui infiltre les tissus voisins, hyperchromatisme des noyaux, variation des calibres des noyaux, etc. Et pareil pour la tumeur bénigne. Donc ce tableau-là, ça c'est un tableau vraiment à connaître. Pas forcément par cœur, mais savoir quelles caractéristiques correspondent à quelle tumeur. Donc c'est vraiment comme l'histoire de nécrose, apoptose, c'est tout qui est en parallèle. Il y a une tumeur bénigne qui a une caractéristique, la tumeur maligne a la caractéristique inverse. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que je fasse la liste entière. Surtout qu'en plus, il reste pas énormément de temps. Donc je vous laisse ça, les diapos seront dispo si jamais vous voulez le relire ou bien travailler avec. Voilà, je voulais arriver sur ça. Donc ça, c'est les 7 caractéristiques des cellules tumorales qui sont plus ou moins indispensables à connaître en fait, car c'est vraiment ce qui définit une tumeur. Toutes n'auront pas toutes les caractéristiques, mais c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Donc, une indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération provenant de l'environnement tissulaire. Donc ça veut dire que la cellule, elle va elle-même créer les signaux qui vont lui permettre de croître. C'est-à-dire qu'elle est indépendante sur le plan physiologique. Et ensuite, évitement de la surveillance immunitaire. Car en général, quand une cellule devient tumorale, elle va modifier ses antigènes. Et donc si ça arrive, elle va être détectable par le système immunitaire, mais d'une manière ou d'une autre, elle va quand même réussir à l'éviter. Ensuite, une insensibilité ou une baisse de la sensibilité aux signaux antiprolifératifs. C'est-à-dire le corps, quand il voit qu'il y a des cellules qui prolifèrent trop, il va juste mettre un frein. Et ce frein ne marche pas du tout sur les cellules, tumorales. Car étant donné qu'ils ont eu des mutations génétiques, c'est ce qui va venir en fait empêcher ce frein de marcher. Ensuite, une résistance à l'apoptose. C'est la même logique. Les cellules sont mutées, elles ne répondent plus du tout au frein, elles continuent de croître. Une prolifération illimitée, une perte de sénescence. Ça, c'est les cellules. Perte de sénescence, ça définit que les cellules vont proliférer aussi longtemps qu'elles le peuvent et qu'elles vont jamais passer en sénescence, c'est-à-dire en repos. D'ailleurs, ça a une utilité en plus pour la création de biomédicaments, mais bon, vous le verrez par la suite. Ensuite, capacité à induire l'angiogénèse. Ça, c'est ce dont j'avais parlé dans le stroma tumoral. C'est-à-dire que les cellules vont faire appel à la création de nouveaux vaisseaux afin de pouvoir être nourries par elles-mêmes plutôt que de s'éloigner des vaisseaux et de commencer à nécroser. Même les cellules tumorales ont besoin d'être nourries par le sang. Ensuite, capacité d'invasion tissulaire et diffusion métastatique. C'est vraiment la base des cellules tumorales, c'est ce qui fait qu'elles sont létales. C'est qu'elles vont juste envahir tous les tissus autour, métastaser, se développer dans tout le corps jusqu'à la mort du patient. C'est-à-dire elles vont jamais s'arrêter. Ensuite, un autre petit QCM, là c'est sur un point extrêmement important que je voulais faire exactement, c'est par rapport à la nomenclature des tumeurs et à l'étymologie de manière générale. Donc QCM numéro 11. Parmi les diagnostics suivants, lesquels correspondent à des pathologies malignes. Donc on a un fibrosarcome, un rhabdomyosarcome, un léomyosarcome, un syndrome myéloprolifératif, un carcinome épidermoïde, un adénocarcinome, un chondrosarcome et un mélanome. Donc ça, je vais vous laisser quelques secondes. En soi, si vous avez déjà vu, vous pourrez répondre assez vite. Et si jamais vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, on va revenir dessus tout de suite. Parce que tout est vrai. Tous les noms de tumeurs ici sont des tumeurs malignes. Et ça, on va voir pourquoi. C'est par rapport au suffixe. Donc comme vous voyez, ça c'est quelque chose d'extrêmement important à connaître. Le suffixe permet de savoir si la tumeur est maligne ou bénigne dans la dénomination. Donc les tumeurs bénignes, elles vont toutes finir par le suffixe ome, sauf lymphome et mélanome. C'est les deux seules exceptions, mais toutes les autres qui finissent par ome, tout simplement ome, sont des tumeurs bénignes. Donc bien sûr, on a lymphome et mélanome qui sont des tumeurs malignes. Ensuite, toutes les autres, on a ici matose, qui sont des tumeurs malignes diffuses et multiples. Sarcome et carcinome, ces deux-là sont vraiment à connaître. Sarcome, c'est des tumeurs malignes de l'épithélium. Oula, je confonds, oui. Conjonctive, excusez-moi. Sarcome sont des tumeurs malignes conjonctives et carcinome de l'épithélium. Donc ça, c'est vraiment une différence à connaître, que j'ai d'ailleurs inversé. On ne voulait pas. Donc, sarcome, carcinome et blastome, qui dessinent les tumeurs embryonnaires. Et donc, blastome, par exemple, celui-là, pour retenir,
point très important, je pense qu'on en parle juste derrière. Hop. Non, c'est pas là encore. En fait, par rapport à l'étymologie des mots, si vous connaissez l'étymologie, vous connaissez la signification du suffixe. On y reviendra par la suite. Hop. Donc ici, ça c'est des tableaux qui vous ont été donnés dans votre cours. On vous les a juste remis ici pour que vous puissiez les avoir à disposition assez vite si vous utilisez les diapos pour réviser. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que là il reste 5 minutes, je commence à accélérer un peu plus. Je suis désolé si je pars un peu vite. Par la suite, Clément sera à disposition pour vous sur le Discord en vocal si vous avez des questions à poser. Parce que personnellement, je suis un peu pressé par le temps, je ne pourrais pas rester examiné sur le Discord, je m'excuse pour ça. Donc quelques tumeurs dérivées d'autres tissus. Donc encore une fois un tableau que vous avez dans votre cours. Et hop. On va passer ensuite à un QCM sur le stade et le grade. Ça c'est une distinction qui est très importante à faire également. Que pensez-vous des affirmations suivantes? Le grade est la principale classification pronostique utilisée en cancérologie, appelée TNM. B. Alors T signifie la taille de la tumeur, N la taille du noyau et M les métastases, en fonction de ce à quoi ça fait référence. Ensuite C. Le grade repose sur un système de score ou un grade histo-pronostique. D. Le stade P-TNM est établi à partir de l'examen anatomopathologique sur une pièce opératoire. Et E, le grade est défini différemment pour chaque type de tumeur. Donc pour ça, je passe directement aux réponses. C, D et E sont vrais. Donc on va revenir dessus une par une. Le grade est la principale classification pronostique utilisée en cancérologie appelée TNM. C'est faux, c'est le stade qui utilise cette classification. Ensuite, taille de la B, T fait référence à la taille de la tumeur, oui. M aux métastases, mais N fait référence à l'expansion ganglionnaire. Donc, ici, extension ganglionnaire via le système lymphatique. Et pour retenir, vous pouvez simplement penser à N aux nodules ganglionnaires qui peuvent parfois être palpables sous la peau en cas d'augmentation de la taille des ganglions. Et ensuite, pour le CDE, ça c'est simple. Le grade repose sur un système de score, grade histopronostique. Donc ça, oui, ça fait partie de la définition. Il prend en compte le degré de différenciation tumorale, l'activité mitotique, le degré d'atypie cytonucléaire et l'abondance de la nécrose. Donc pour une tumeur, plus les cellules auront un degré de différenciation bas, une activité mitotique haute, un degré d'atypie cytonucléaire haute et une abondance dans la nécrose, plus le caractère malin sera, plus le grade sera haut et moins le pronostic sera bon. Et donc ensuite, on revient ici sur les suffixes et pour appuyer sur un point extrêmement important, c'est celui de l'étymologie. Donc, Est-ce que je peux te prendre 10 secondes? oui, vas-y. Juste pour stade et grade, je viens de penser peut-être à un moyen pour retenir. Si grade, on pense à l'armée. Hein. Genre, quel type de soldat es-tu? T'es le général, t'es le soldat avec un petit pistolet, t'es le soldat avec un grand pistolet. Donc, c'est quelle différenciation, quel type de cellule tu as, quel noyau tu as. Et le stade, eh bien, on va au stade de foot. Donc, c'est une localisation. Donc, ça parlera de métastase, etc. Voilà, je sais pas C'est vrai que c'est quelque chose qui peut si- marcher voilà, également. j'essaye. Oui. Non, non, Voilà. mais il a raison, il a raison. Le grade fait référence à la cellule de manière isolée, tandis que le stade, en fait, on tient compte de la tumeur dans sa localisation géographique au niveau du corps. C'est-à-dire que le grade, on peut utiliser une cellule, bon, plusieurs cellules tumorales, sans tenir compte d'où elles sont et d'où elles prolifèrent, mais on peut donner le grade. Tandis que pour le stade, on est obligé de voir où en est la tumeur pour le donner. Mais il a raison, c'est un moyen pour retenir comme un autre. Hein. N'hésitez pas à lui poser des questions par la suite sur le Discord. Donc ici, j'en étais à l'étymologie, oui. Donc je vous ai mis un lien ici que je vous laisserai aller voir par la suite quand les diapos seront dispo sur le site. C'est simplement le dictionnaire en fait qui est relié à Wikipédia et qui permet de vous donner les étymologies de tous les mots que vous voyez. Donc comme par exemple, on avait un QCM avant que Clément a fait, donc ça parlait de Pio Salpinx. Et donc simplement en allant voir l'étymologie, vous pouvez savoir à quoi ça fait référence. Donc je vais essayer je sais pas du tout. Oui. Hop. Je vais essayer de revenir rapidement sur le QCM en question. Hop. Toc. Ici, donc le Pio Salpinx. Donc en fait, il faut simplement décomposer le mot. On a Pio ici. Et si vous regardez sur justement le site qui s'appelle Wiktionnaire, vous verrez que Pio signifie pu, donc du pu, et que Salpinx, comme il dit par la suite, hop, ici, trompette en latin, donc fait donc référence aux trompes utérines. Et donc un Pio Salpinx, c'est simplement du pu dans les trompes utérines. Et donc ça, l'étymologie là est valable pour tous les cours que vous avez cette année, l'année suivante, et à peu près à n'importe quel moment de vos études jusqu'à la fin. Et hop, ça c'est quelque chose sur lequel je ne pourrais jamais assez appuyer.
J'aime énormément revenir dessus parce que même moi je l'utilise encore pour mes cours. L'étymologie, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui est, euh, qui est indispensable pour apprendre ces cours et surtout les comprendre. Car une fois que vous comprenez un mot, ça veut dire que c'est un mot que vous n'avez pas besoin d'apprendre, d'apprendre par cœur, on va dire bêtement. Car si vous savez ce que le mot veut dire, en fait, simplement le voir permet de vous donner la réponse. Donc c'est comme ici pour blastome. Vous verrez que blast, en fait, ça signifie juste, je crois, que ça fait référence à tout ce qui est embryon, création. Et donc vous saurez que blastome signifie juste un tissu embryonnaire, donc une tumeur dans les tissus embryonnaires, des tissus indifférenciés. C'est également valable pour sarcome, carcinome, matose et home. Donc ça, je vous laisserai voir en fonction des cours que vous avez, des mots que vous avez du mal à apprendre, mais c'est valable absolument pour tout. Il est 17h. Et donc ensuite, les dernières diapos qui restent, c'est simplement un tableau synthétique des cours sur les tumeurs épithéliales et non épithéliales. Ça, je vous laisserai aller chercher, on a pris du temps pour faire ça. On a simplement synthétisé tous vos cours en tableau, avec pour les tumeurs épithéliales, on a mis la classification, donc, les cellules tissus d'origine, ensuite les différents types de tumeurs, donc une colonne avec les tumeurs bénignes du tissu en question, et les tumeurs malignes. Comme vous voyez, il y a encore l'histoire de home pour une tumeur bénigne et carcinome pour les tumeurs malignes. Et ensuite, pareil pour les tumeurs non épithéliales, on a une colonne avec la classification, une colonne avec les cellules et les tissus d'origine. Et là, par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va plus avoir une colonne bénigne maligne, on va avoir une colonne avec les sous-types et une colonne tout simplement pour des précisions. Donc on a fait ça sur plusieurs diapos. Donc, par exemple pour les tumeurs ostéoformatrices, donc sur le tissu squelettique, donc les cellules les tumeurs issues du tissu squelettique. Donc, par exemple, simplement avec l'étymologie, vous pouvez les avoir. Ostéo, ça veut juste dire os. Formatrice, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vous avez ensuite quelques sous-types, donc ostéome, ostéoïde, qui est une tumeur bénigne, ostéoblastome, qui est une tumeur bénigne, et comme vous voyez la différence, blastome, vous vous rappelez que ça veut dire embryonnaire, vous savez que c'est une tumeur bénigne ostéoformatrice dans un tissu embryonnaire, et ostéosarcome, vous voyez sarcome, sarcome, vous vous souvenez que ça veut toujours dire que c'est quelque chose qui est malin, donc hop, une tumeur maligne. Et donc on a fait ça pour tout votre cours, qui est synthétisé entièrement ici, tout ça c'est des exemples qui vous ont été donnés dans vos cours. Donc si jamais vous avez besoin de réviser le cours entièrement, ce tableau, je pense, sera très utile pour voir tout ça de manière très large. Il n'y a pas tout qui sera détaillé, mais toute la majorité des informations à connaître de manière large sont notées ici. Donc vous avez comme ça sur 4 diapos. Et nous avons fini donc pour la présentation. Donc il est 17h01. Si vous avez des questions, il y a Clément qui va donc, vous attendre sur un salon vocal dans le passe-là. Clément, je te laisse développer là-dessus si tu veux. Bah, pas de souci. On peut se retrouver ouais, sur le Discord du tutorat que vous connaissez normalement. Donc on sera dans le salon vocal, dans Passe. Et enfin voilà. Venez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrites ou orales, s'il vous plaît. Voilà, Je serai là. exactement. Il sera là pour vous. Merci. Et oui, on vous remercie de votre écoute. C'est le dernier groupe de travail du semestre. Vous en êtes arrivé là. Faites-vous confiance. Nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter bon courage et à vous aider au maximum jusqu'au jour du concours. Donc on vous souhaite tout le courage du monde. Je suis désolé de ne pas pouvoir rejoindre le groupe de travail, mais moi, je dois vraiment y aller maintenant. Et du coup, pour ça, on vous dit bonne soirée et bon courage. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à aller poser n'importe quelle question à Clément, lui aussi, s'il essaiera d'y répondre. Bon, peut-être pas forcément tout, mais au moins ce qu'on a abordé dans le groupe de travail. Il fera du mieux Mais j'essaierai. il fera de son mieux. Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir.